est-ce que vous avez plus de 25 ans ? Vous avez plus de 25 ans, à ce moment-là, en fait, le vieillissement a déjà commencé. Le vieillissement, c'est un processus avec une altération de certaines capacités qui est très très progressif, qui va dans le temps. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé. Bonjour, bienvenue. Puis on va essayer de la garder, notre santé, jusqu'au grand âge ce matin avec mon invité Bruno Oquendo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes parmi les 2418 médecins gériatres en France. C'est vous qui donnez le chiffre dans votre livre. Ça fait pas beaucoup, 2418. Oui, ça fait pas beaucoup, ça fait même moins de médecins gériatres qu'on a de médecins dermatologues. Donc vous voyez, ça fait pas beaucoup déjà quand on voit la difficulté qu'on a pour avoir un rendez-vous chez le dermatologue. Mais bon, on prend rarement de rendez-vous chez le gériatre. Ah, on devrait peut-être un jour, ça sera démocratisé. Ouais. Vous travaillez dans l'hôpital public, dans une unité de gériatrie de post-urgence à orientation neuropsycho-gériatrique. Vous nous expliquerez ce que ça veut dire tout à l'heure. Et vous êtes responsable d'enseignement à la Sorbonne et vous avez à cœur, expliquez-vous, d'accompagner nos aînés de plus de 75 ans et d'aider leurs proches, les fameux proches aidants. Vous souhaitez démystifier le vieillissement, lutter contre des idées reçues, prévenir les situations terribles que vous voyez tous les jours et vous animez un compte Instagram et TikTok sous le nom de Le Gériatre. Il y a un tiret du 8 au milieu. Exactement. Et je suis également sur YouTube où je fais des vidéos plus longues pour expliquer plus longuement parce que des fois 1 minute sur Instagram et TikTok, ça ne suffit pas. Vous publiez « Mes parents vieillissent », tout ce qu'il faut savoir pour accompagner un proche âgé aux éditions, au quotidien chez Vuibert. Alors, c'est vraiment une bonne idée parce qu'il y a énormément de questions. Alors, vous répondez à beaucoup de questions. Il y a une question qui m'a interpellé, c'est est-ce que les patients qui sont atteints d'Alzheimer savent qu'ils sont atteints d'Alzheimer ? Alors ça, c'est une très bonne question et qu'on me pose très souvent et qui mène justement à des fois des conflits dans les familles ou entre les proches parce que on pense que des fois, le malade d'Alzheimer fait exprès de ne pas comprendre, par exemple. Mais il faut savoir que lui, il ne sait pas qu'il est malade. Si on reprend un peu l'idée de Socrate, « je sais que je ne sais pas », eh bien, le malade d'Alzheimer, il dirait « je ne sais pas que je ne sais pas ». Mais au début, quand il rentre dans la maladie, on lui dit bien quand même qu'il... Non ou pas ? Alors, effectivement, lorsqu'il y a un diagnostic de maladie d'Alzheimer, on pose le diagnostic et il y a une consultation d'annonce dédiée qui permet d'expliquer la maladie, d'expliquer comment ça va évoluer. Il faut savoir qu'au départ, bien sûr, le patient peut se rendre compte pendant un certain temps, puis à un moment donné, il ne se rendra plus compte. En fait, c'est un nom. Ça s'appelle l'anosognosie. Anosognosie. Il y avait un film avec Bruce Willis là-dessus. Oui, alors d'ailleurs, Bruce Willis n'est pas atteint de la maladie d'Alzheimer, mais d'une démence qui est une cousine de la maladie d'Alzheimer. Ouais. Donc on oublie, on ne sait pas qu'on ne sait pas. On ne sait pas qu'on ne sait pas. Donc c'est vrai que quand on va demander à un malade d'Alzheimer est-ce que tu sais que tu as Alzheimer, il va dire non, c'est ridicule. Et ça, c'est tout à fait normal. En fait, il faut juste le savoir et ancrer nos discussions plutôt dans le présent. La gériatrie, c'est une médecine méconnue et récente. Effectivement, c'est la plus jeune des spécialités. Voilà, c'est assez paradoxal, mais c'est que depuis 2004 que c'est une spécialité à part entière. Et il faut savoir qu'au concours de l'internat, donc c'est là où les jeunes médecins en 6e année choisissent leur spécialité médicale, elle n'est au choix des spécialités que depuis 2018. Qu'est-ce qui fait que vous, qui êtes jeune, vous vous êtes orienté vers la gériatrie ? Parce que quand même, les personnes âgées, ça n'intéresse pas grand monde en vrai. Alors, moi, j'ai découvert la gériatrie, parce qu'en vérité, je ne connaissais pas bien la gériatrie comme la plupart des étudiants de médecine, avant d'y passer. Parce qu'en fait, on a quand même beaucoup de stages dans des spécialités qu'on dit polyvalentes, c'est-à-dire qu'on touche un peu de tout. C'est des spécialités comme par exemple la pédiatrie,
dans l'autre extrémité de la vie. La gériatrie, c'est, on va dire, la pédiatrie dans l'autre extrémité de la vie. Mais ça attire plus de gens déjà. Et ça attire plus de gens. Plus de gens, la pédiatrie. Hein, bon. Mais c'est plus connu et c'est développé depuis plus longtemps. Et puis il y a aussi la médecine interne ou la médecine générale. Donc en réalité, quand je suis passé en gériatrie en 6e année, donc en fait j'ai découvert une spécialité qui est profondément humaine, mais aussi du côté médical, ce qui est une spécialité très complexe et qui permet en fait de toucher à tout. Mais alors pourquoi avoir créé une spécialité alors que ces patients relèvent du généraliste ? Eh bien, en fait, c'est de se dire que le pédiatre, par exemple, il va soigner les patients de 0 à 16 ans un quart ou bien jusqu'à 18 ans parfois. Eh bien, le pédiatre, il sait qu'il y a une médecine particulière de l'enfant. Eh bien, le médecin généraliste soigne quand même des enfants. Par contre, lorsque ça devient un peu plus complexe, eh bien, c'est plutôt vers le pédiatre qu'on se tourne. Il faut savoir qu'on a remarqué qu'il y a une complexité qui est assez importante pour les patients qui ont plus de 75 ans et qui ont de multiples pathologies en même temps. Et c'est là, en fait, où l'idée du gériatre prend tout son sens. D'accord, donc c'est à partir de 75 ans qu'on relève de la gériatrie, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ça nous rassure avec Mende, on a encore quelques années devant nous. Effectivement, c'est-à-dire à partir de 75 ans en hospitalier. Après, en consultation, pour les consultations de mémoire par exemple, voilà, ça peut être avant, lorsqu'on a des troubles de la mémoire. 75 ans. Bien, alors vous essayez de répondre à cette question, à partir de quel âge on est vieux ? Effectivement, c'est pas une question qui est facile à répondre, parce que par exemple, quand on va interviewer les gens dans la rue, et également dans des enquêtes, eh bien, il s'avère que quand on demande à quel âge on est âgé, eh bien, plus on est âgé, plus on éloigne cet âge. Voilà, quand on a 20 ans, si je me souviens bien, c'est vers la soixantaine qu'on est âgé. Lorsqu'on a 40 ans, eh bien, c'est au-delà de 70 ans. Donc voilà, ça c'est petit à petit. Après, il y a des normes. Par exemple, l'OMS dit plutôt 65 ans. Nous, en gériatrie, on dit plutôt au-dessus de 75 ans. Et par exemple, dans mon service, comme les autres services de gériatrie en France, on a une moyenne d'âge plutôt autour de 85 ans. Oui, et vous dites que quasiment on gagne 10 ans tous les 20 ans à peu près. Donc 75 ans, c'est 65 ans d'il y a 20 ans. Exactement. En gros, ouais. C'est ça, c'est-à-dire qu'on vit en meilleure santé plus longtemps. Donc ce qui fait que les personnes que l'on voyait à 65 ans, voilà, il y a 20, 30, 50 ans, eh bien en fait, maintenant on les voit à 75 ans dans le même état de forme. Ouais. Quelle différence vous faites entre le vieillissement et une personne âgée ? Eh bien, en fait, il faut se dire que il faut déjà se poser la question, est-ce que vous avez plus de 25 ans ? Alors, oui, d'accord, oui. Vous avez plus de 25 ans, à ce moment-là, en fait, le vieillissement a déjà commencé. C'est-à-dire qu'en fait, le vieillissement normal, c'est un processus avec une altération de certaines capacités qui est très, très progressif, qui va dans le temps. D'ailleurs, en vérité, comme ça commence à 25 ans, c'est vers 35, 45 ans, on se dit « Ah, il y a quand même des premiers signes du vieillissement qui apparaissent. » On ne se rend pas compte parce que c'est très, très progressif. Et en fait, c'est petit à petit que, justement, le vieillissement s'accumule et que les signes, plutôt, du vieillissement s'accumulent et qu'on le voit de plus en plus. Mais il faut toujours retenir que le vieillissement, c'est quelque chose de très progressif, ce qui fait que même à un grand âge, en fait, ce vieillissement ne va pas s'accélérer tout d'un coup. Et puis après, il faut savoir également que le vieillissement ne mène pas à de l'incapacité à faire des choses. C'est-à-dire que peut-être que ça nous prendra un peu plus de temps pour le faire, un peu plus d'énergie pour réaliser les choses que l'on faisait que lorsqu'on était plus jeune, mais on n'est pas en incapacité de le faire. S'il y a une incapacité qui apparaît, s'il y a un état d'autonomie qui diminue, c'est qu'il y a une pathologie ou plusieurs pathologies derrière. Donc la différence, finalement, si je comprends ce que vous dites, c'est l'âge à partir duquel ça se voit. Alors oui, on a vieilli. Ça serait... Parce qu'on ne se voit pas vieillir. On le voit sur les photos, mais sinon on ne se voit pas vieillir. Enfin, c'est comme grossir, on ne se voit pas vieillir au quotidien. C'est vrai que l'âge n'est qu'un chiffre.
C'est-à-dire, c'est vraiment aussi la manière dont on se voit. Et puis, on peut se sentir jeune pendant très très longtemps. Ça, c'est aussi une autre chose. Il y a aussi la manière dont on se voit. On peut se sentir âgé assez tôt dans la vie, comme par exemple à 85 ans. C'est aussi un état d'esprit, et après, c'est aussi la société qui nous renvoie vers cette image de la personne âgée. La société va vous regarder comme une personne âgée. Mmh. Et certaines personnes qui sont très âgées se voient encore jeunes dans leur tête. Totalement. D'ailleurs, si vous les prenez en photo ou si vous les filmez, ils vont regarder, ils vont faire « Ah non, ça je ne reconnais pas cette personne. En tout cas, j'aime bien la voix, mais celle que je vois, c'est pas forcément moi. » Le plus important, ce n'est pas l'âge, mais ce que tu en fais. Effectivement, c'est un leitmotiv que je utilise beaucoup sur mes comptes, donc Instagram, TikTok et YouTube, parce que l'idée à travers ça, c'est que le vieillissement, en soi, comme je l'ai dit, il est très progressif. Donc, une personne qui a 90 ans ou 95 ans, elle peut courir le marathon si elle s'entraîne, parce qu'elle n'aura que le vieillissement avec elle. Il n'y a pas d'incapacité. Ensuite, voilà, c'est ce qu'on en fait de cet âge, quand on n'a que le vieillissement. Et puis, l'autre partie, c'est de se dire, il y a des pathologies qui se surajoutent, et c'est ces pathologies liées au grand âge qui mènent aux incapacités, qui mènent à la perte d'autonomie, et c'est elles qu'on doit contrôler. Et ça, c'est le message que vous faites passer, c'est que la grande majorité des incapacités n'est pas liée à l'âge, mais aux pathologies qu'on développe. Exactement. Et malheureusement, plus on prend de l'âge et plus en réalité on a de probabilités de développer un certain nombre de pathologies. Mais ce n'est pas le vieillissement en lui-même qui agit, c'est plutôt ces pathologies. C'est un sujet qui nous concerne tous, puisqu'en France, une personne sur 5 a plus de 65 ans. Donc on est quand même assez vieux. Et à 65 ans, on a des parents qui ont 85 ans. Effectivement. Souvent, donc voilà, qui sont eux qui ont basculé dans le grand âge. Et c'est à eux que votre livre s'adresse. Alors, effectivement. En gros, à ceux qui vont avoir des personnes dans le grand âge à accompagner et qui se posent des questions. Mon livre s'adresse en réalité à tout le monde. Puisqu'en réalité, mes parents, en fait, il faut savoir que les aidants, ils sont à peu près entre 9 et 10 millions selon les chiffres en France. Ce sont des personnes qui vont aider des personnes qui sont dans le grand âge, qui ont généralement plus de 75 ans ou qui ont une perte d'autonomie. Et puis, ces personnes peuvent avoir tout âge. Il y a des très jeunes aidants qui ont par exemple 20 ans, 25 ans. Il y a toutes les catégories sociales. En réalité, tout le monde peut devenir un aidant à n'importe quel moment. Ça, il faut également le savoir. Donc, ça s'adresse à tous ces aidants. Ça s'adresse également aux personnes qui sont en train de prendre de l'âge, parce qu'il y a toute une partie dans le livre, toute la première partie, qui dit comment bien vieillir et comment en réalité atteindre ces années de 75, 85, etc. en bonne forme. Oui, c'est ça. L'important, c'est de rester en pleine forme. Mon invité aujourd'hui, le docteur Bruno Okendo, médecin gériatre et qui publie « Mes parents vieillissent », tout ce qu'il faut savoir pour accompagner un proche âgé au quotidien chez Vuber. Et vous dites que le seul médicament, c'est d'accepter qu'on vieillit. Effectivement, c'est de se dire qu'on accepte que l'on vieillit, mais c'est très important de se dire que le vieillissement, c'est pas si mal que ça. C'est quelque chose qui est très progressif, très lent, et en réalité, on vieillit. Comment dire, quand on vieillit progressivement, et justement, c'est comme je le répète assez souvent, ce sont les pathologies qui se surajoutent qui sont le problème. Oui, mais enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, puisque la plupart des gens n'aiment pas l'idée de vieillir. En vérité. Ça, c'est un problème également qui est sociétal. C'est-à-dire de se dire que vieillir, c'est pas bien. La vieillesse est un naufrage. Phrase qu'on attribue à plein de gens, d'ailleurs. Mais Madame Chirac le répétait souvent, la vieillesse est un naufrage. Effectivement. Quitte à me répéter, effectivement, ce n'est pas le vieillissement qui est un naufrage, ce sont les pathologies chroniques, les pathologies cardiovasculaires, les pathologies pulmonaires et autres, en fait, qui mènent au naufrage. Parce que le vieillissement en soi, c'est juste, en fait, un long fleuve relativement tranquille que l'on descend progressivement. Et justement, lorsqu'il y a des rapides, ce sont les pathologies qui se rajoutent.
Vous démarrez votre livre par les piliers de la bonne santé de nos aînés. Vous parlez de l'alimentation. Alors, contrairement à ce qu'on pense, en vieillissant, on n'a pas besoin de moins manger. Ça, c'est une idée reçue. Voilà, ça fait partie d'une des nombreuses idées reçues qu'on a sur le vieillissement. C'est que les besoins, notamment nutritionnels, de la personne âgée de plus de 70 ans, eh bien, ils ont tendance à augmenter. Alors, ils augmentent... Attendez, c'est pas ce qu'on pense. Ça augmente, en vrai. Ça augmente. Ouais, mais nous, on pense que la personne âgée, elle a besoin de moins manger. Exactement. Parce qu'elle dépense moins, parce que... Alors, en fait, voilà, les besoins augmentent, en réalité. Assez peu, mais ils augmentent quand même, notamment au niveau des calories, au niveau des besoins en protéines. Ensuite, s'il y a des pathologies qui se surajoutent, à ce moment-là, les besoins augmentent encore plus. Et si jamais il y a une dénutrition qui s'ajoute à cela, eh bien, les besoins augmentent encore plus. Donc en fait, on a tendance justement à faire très attention du point de vue nutritionnel. Et notamment, quelqu'un qui perd l'appétit, qui mange moins, eh bien, ce n'est pas normal. Il faut se demander pourquoi cette personne mange moins. Quelqu'un qui maigrit lorsqu'on est âgé, il faut se demander mais pourquoi cette personne maigrit, et ce n'est pas normal. Et donc, il faut aller chercher la cause. Et la cause, ça se passe par déjà le médecin traitant pour voir s'il n'y a pas de pathologie sous-jacente qu'il faut traiter. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une personne âgée mange moins et ait envie de moins manger ? Alors, il y a énormément de causes possibles. C'est-à-dire que on peut avoir, notamment si on va très très simplement, déjà au niveau de la bouche, on peut avoir des pathologies dentaires. Il faut faire quand même très attention au niveau des caries. On peut avoir des pertes de dents progressives qui vont faire qu'on a moins envie, entre guillemets, de manger. Ensuite, on a le goût et l'odorat qui s'altèrent avec l'âge. Donc, c'est pour ça que les personnes âgées ont plus tendance à aller vers ce qui est sucré ou très sucré, voire salé. Généralement, on conseille plutôt de mettre plutôt des épices au lieu du sel, vraiment relever les plats pour donner plus envie de manger. Et puis voilà, il y a cette idée que c'est normal de moins manger, donc voilà, si c'est normal, eh bien on continue dans cette idée-là. Alors que malheureusement ça ne l'est pas. Et ça, en vérité, on ne parle que de la bouche, c'est-à-dire que si jamais on a des pathologies, par exemple cardiaques, qui font qu'on est fatigué, on aura probablement moins envie de manger. Lorsqu'on a des troubles, par exemple endocrinologiques, on aura peut-être moins envie de manger. En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent justement mener à la fois à une perte d'appétit, à la fois mener à un amaigrissement et à une fatigue. 3 symptômes qui sont totalement banalisés chez la personne âgée, mais qui ne sont pas normales. À quel moment on peut suspecter une dénutrition ? Parce que c'est quelque chose dont on parle très peu, la dénutrition. Eh bien, déjà, la première chose, c'est de se dire, si une personne commence à manger moins, eh bien, il faut se poser la question déjà de la dénutrition. Ensuite, si elle perd du poids. On dit à peu près, si on perd 5% de son poids en un mois, ou 10% en 6 mois, eh bien, ce n'est pas normal. C'est probablement un facteur de dénutrition. Après, c'est difficile à se dire. On ne va pas regarder un proche et dire « Ah, mais tu as perdu 3,5% de ton poids en un mois. » Donc, il y a d'autres choses qu'on peut regarder. Par exemple, c'est si on doit racheter des vêtements régulièrement. C'est-à-dire que le pantalon... Flotter dans vos vêtements. Exactement, le pantalon flotte, ou bien la ceinture. On voit qu'elle se resserre au fur et à mesure, ou bien, par exemple, l'alliance au bout du doigt, si jamais elle commence à tomber de plus en plus, eh bien, c'est parce qu'elle tient moins, parce qu'on a moins de matière à ce niveau-là. Donc voilà, se poser la question, et à ce moment-là, commencer à prendre le poids et en parler au médecin généraliste. Alors, vous parliez des protéines tout à l'heure. Là aussi, les protéines, notamment les protéines animales, ont mauvaise presse. Mais vous dites que les besoins en protéines, contrairement à ce qu'on pensait avec l'âge, augmentent. Et vous parlez d'un phénomène qu'on appelle le catabolisme. Qu'est-ce que c'est que le catabolisme ? Alors, le catabolisme, c'est quelque chose généralement qui... Alors, quand on dit que les besoins augmentent avec l'âge, donc ils augmentent déjà naturellement avec le vieillissement, mais le catabolisme, lui, il est lié généralement aux pathologies qui sont associées. C'est-à-dire que
pour lutter contre ces pathologies ou pour maintenir une homéostasie, eh bien, le corps, il a besoin de plus d'énergie, plus de protéines, et justement pour pallier à ces pathologies, et c'est là qu'on parle de catabolisme, et c'est pour ça que les besoins en protéines, lorsqu'on a des pathologies, augmentent encore plus. Les besoins en calcium et en vitamine D augmentent aussi légèrement avec l'âge, hein. Donc à surveiller. Alors la vitamine D, c'est vrai que c'est la vitamine ou l'hormone star des années Covid. Effectivement. Alors la vitamine D, c'est une vitamine qui est assez bien connue en recherche. Il y a des recherches à peu près sur tout sur la vitamine D. On sait qu'elle a quand même beaucoup de bienfaits. Mais le plus important, c'est de se dire, nous, à la maison, là actuellement, eh bien, quand est-ce qu'on peut se dire il y a peut-être une carence en vitamine D? Déjà, il faut savoir que la vitamine D, eh bien, on l'assimile assez peu au niveau de l'alimentation. Voilà, c'est 10 à 20%, et 80% vient de l'exposition solaire. C'est pour ça que vous êtes toujours torse nu sur votre terrasse. Exactement. Sur votre balcon. ce qui, sur les réseaux, marche très bien d'ailleurs. Voilà, mais par contre, il faut au moins rester 30 minutes pour bien avoir l'exposition photo et du soleil, et donc de la vitamine D. Ce qu'il faut voir... Non, mais c'est important. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est notamment qu'on se dit, dans des pays qui sont ensoleillés ou dans des régions plus ensoleillées, qu'il n'y a pas de carence en vitamine D. Or, il faut savoir qu'il faut quand même pouvoir sortir. Il y a beaucoup de personnes âgées, par exemple, qui vivent dans des climats chauds, qui sont en perte d'autonomie, qui ne sortent pas de chez eux, ou peu de chez eux. Ces patients vont être carencés en vitamine D, c'est-à-dire qu'ils vont rester chez eux même s'il fait chaud. Il va falloir les supplémenter. Alors le calcium, alors ça aussi important, notamment pour la santé de nos os, de nos os. Exactement. C'est-à-dire le calcium, c'est aussi très important de maintenir une bonne dose. Après, on sait qu'on a du calcium qui se retrouve pas seulement au niveau des produits laitiers ou des fromages, on les a aussi dans les légumineuses, dans les légumes. Voilà, j'en décris un certain nombre dans l'eau, dans le livre. Dans l'eau aussi, ouais. il y en a un peu. Voilà, il faut se dire qu'en fait, ce calcium et sa vitamine D est très très bonne, notamment pour l'os, mais aussi pour le côté neurologique et d'autres effets, un réel bienfait sur la personne âgée, en réalité sur nous tous. Et ce qu'on a le plus peur, c'est l'ostéoporose, c'est-à-dire en réalité la perte de densité osseuse et en fait une baisse de solidité de nos os qui va favoriser les fractures. Peut-être moins connu, les troubles liés à la déglutition également, puisque la déglutition, elle, se modifie avec l'âge, ce qui augmente les risques de ce qu'on appelle les fausses routes, par exemple. Mais il y a d'autres troubles qui sont liés à la déglutition. Alors, c'est vrai que avec l'âge, en fait, on a ce qu'on appelle la presbyphagie, c'est-à-dire qu'on a un vieillissement aussi au niveau de la déglutition. On aura une déglutition qui retardera des fois un peu plus à venir. Voilà, il ne faut pas hésiter à bien mâcher ses aliments. Alors ça, c'est à tout âge. Et puis, voilà, prendre son temps pour manger. Encore, ça, c'est pareil à tout âge. Et puis, à bien se positionner. Parce que lorsqu'on est assis, on est bien droit. Non, on n'a pas de trouble de la déglutition lorsqu'on est âgé. Et ça, encore à tout âge. Alors, c'est pareil, si jamais j'ai 17 ans et je suis affalé sur mon canapé, je peux avaler de travers parce que je n'ai pas une bonne position. Ensuite, il faut savoir que le vieillissement normal, cette presbyphagie, mène à quelques fausses routes possibles, mais c'est quand même très très rare. Lorsqu'il y a des fausses routes qui s'accumulent, à ce moment-là, on va se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une pathologie derrière, et notamment en réalité des pathologies, par exemple ORL ou neurologiques. Les fausses routes, on les reconnaîtra, par exemple, alors c'est pas toujours le cas, mais un certain nombre de fois, on aura une toux qui revient assez souvent lorsque la personne est en train de manger ou de boire. Par exemple, s'il y a une voix qui change, qui est mouillée, qui un peu gargouille juste après avoir bu ou mangé lorsqu'on parle ensemble, et peut-être qu'il y a des troubles de la déglutition sous-jacents. C'est quelque chose qu'il faut en parler à son médecin traitant parce que on passe très souvent à côté et c'est un signe qu'il y a quelque chose derrière.
Alors la déshydratation, alors on en parle beaucoup pendant le mois du Ramadan, quand les personnes âgées demandent si elles peuvent jeûner, mais c'est vrai que les personnes âgées ont tendance à se déshydrater plus que les autres. Pourquoi ? La première chose, c'est qu'avec l'âge, eh bien, la sensation de soif, elle diminue. Donc, on va avoir spontanément moins envie de boire. Par contre, voilà, si on sait qu'on doit boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour, on va mettre par exemple cette bouteille à côté de soi et on se dit, voilà, dans la journée, il faut que je la boive. Après, ça devient plus compliqué pour les personnes qui sont en perte d'autonomie. C'est-à-dire que elle peut pas forcément se déplacer ou ouvrir correctement forcément les bouteilles, des fois qui sont bien fermées. Donc ne pas hésiter de laisser à portée et ouverte des bouteilles qui puissent verser dans le verre, prêtes à l'usage. Ouais, bien sûr. Exactement. Le sommeil, donc aussi, c'est un des garants de la bonne santé. Alors paradoxalement, quand on est âgé, on a tout le temps pour dormir, et finalement, c'est à ce moment-là que la qualité du sommeil peut s'altérer. Pourquoi ? Eh bien, déjà, avec le vieillissement normal, on a des petites modifications. On a un temps d'endormissement qui est un peu augmenté, c'est-à-dire que généralement, lorsqu'on se couche, lorsqu'on a la cinquantaine, on met une trentaine de minutes à s'endormir en moyenne. Lorsqu'on a 70-75 ans, on met plutôt 45 minutes en moyenne. En plus de cela, on a le sommeil profond, celui qui régénère bien. Et bien celui-là a tendance à diminuer avec l'âge, et puis on a tendance à avoir un sommeil qui est plus fractionné. Donc il ne faut pas hésiter, si on peut, à faire une sieste dans la journée pour essayer de récupérer tout ça. Après, moi je conseille souvent, si jamais il y a des troubles du sommeil, c'est de faire un calendrier du sommeil. C'est-à-dire qu'en fait, un calendrier du sommeil, c'est-à-dire on va voir avec son médecin traitant, il va vous donner une fiche et on va noter quand est-ce qu'on va se coucher, combien de temps on est resté, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là, peut-être pourquoi on n'arrivait pas à dormir, etc., etc. Et souvent, en fait, on trouve des choses pour améliorer, pour avoir une routine qui s'installe, pour avoir également, par exemple, il faut éviter de boire trop juste avant d'aller se coucher. De temps en temps, on a des personnes qui vont boire, par exemple, beaucoup de thé avant de se coucher. Alors déjà, il y a de la théine dans le thé, donc c'est comme le café, voilà, ça maintient éveillé. Et puis également, on aura tendance à plus se lever la nuit pour aller aux toilettes, faire pipi. Donc voilà, il y a différentes choses aussi à voir. Il faut aussi que la chambre soit vraiment avec une baisse luminosité, voilà, dans le noir entre guillemets. Il faut que ça soit aussi assez frais, au moins 19 degrés, 19-20 degrés au moins. Il faut se dire qu'il faut regarder tout ça avant d'aller vers des médicaments. C'est-à-dire très souvent on va vers les médicaments et en réalité, en fait, on en a très peu besoin. Et les médicaments que l'on donne, par exemple, je veux parler des benzodiazépines. Ouais. Ceux-là, on essaie de les mettre de côté parce que déjà on peut les prescrire que peu de temps. Et puis ensuite, ça mène à des chutes et à de la confusion, etc. Avec le docteur Bruno Okendo, qui est notre invité, médecin gériatre, à l'occasion de la sortie de son livre « Mes parents vieillissent, tout ce qu'il faut savoir pour accompagner un proche âgé » aux éditions Vuber. On voyait tout à l'heure les piliers de la santé de la personne âgée. Le troisième pilier, c'est l'activité physique. Bon, là, on en force une porte ouverte, puisque tout le monde le répète, mais on peut garder une activité physique en vieillissant. Qu'est-ce que vous appelez une activité physique ? Alors déjà, on en force une porte ouverte, mais ce n'est pas si facile de faire de l'activité physique. Donc, pour faire de l'activité physique, et ça, normalement, il faudrait le faire à tout âge et au long cours, justement pour avoir les bienfaits de ce pilier du bien vieillir. Il faut se dire que l'activité physique, ça passe à la fois effectivement par le sport, mais ça peut aussi passer par exemple par d'autres activités comme la marche, une marche plutôt rapide. Ça peut être également chez les personnes âgées, etc. Souvent la marche elle est ralentie. Alors, ça c'est aussi une idée reçue. Et c'est une réponse à laquelle vous répondez dans votre livre. Pourquoi les personnes âgées marchent-elles plus lentement ? Alors, il y a d'ailleurs quelque chose qui est intéressant à savoir. C'est que les personnes, quand elles marchent, il y a une étude sur ça. C'est-à-dire que les personnes âgées, lorsqu'elles marchent de plus en plus lentement, il faut savoir qu'il y a une espérance de vie de plus en plus courte, entre guillemets.
C'est-à-dire que maintenir sa marche, eh bien, ça a vraiment un intérêt pour pouvoir vivre mieux et plus longtemps. Vous voulez dire son rythme, la vitesse à laquelle on marche. À la vitesse à laquelle on marche. Ouais. Et donc, en fait, ce n'est pas le vieillissement qui va faire forcément qu'on va marcher de plus en plus lentement. On peut justement essayer de contrecarrer cette diminution de la vitesse de marche. Ensuite, après, il faut savoir que avec l'âge, on a ce qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire une diminution de la force musculaire qui arrive, mais on peut contrecarrer cette sarcopénie justement par cette activité physique. On peut se muscler à tout âge. Enfin, la sarcopénie, c'est la fonte des muscles, c'est ça ? Exactement, c'est la fonte des muscles, la perte de la force musculaire et de la masse musculaire également, qui est, comme le vieillissement, progressive. Et si on a une activité physique qui se maintient, eh bien, celui-ci va être très limité. Ce que peu de gens savent, c'est que 75% des plus de 75 ans souffrent d'une sécheresse cutanée extrême. À quoi cette sécheresse est-elle due et pourquoi est-ce que c'est important d'hydrater sa peau ? Eh bien, il faut savoir effectivement que avec le vieillissement, on va avoir une sécheresse cutanée qui va apparaître progressivement. C'est comme tout le vieillissement normal, c'est très très progressif. Ensuite, il faut se dire que bien hydrater sa peau, ça va permettre de la renforcer, ça va permettre justement qu'elle soit de meilleure qualité. Et nous, ce qu'on veut éviter, c'est ce qu'on appelle la dermatoporose. La dermatoporose, justement, ça se construit, le mot se construit comme l'ostéoporose. Voilà, l'ostéoporose, c'est ostéo pour l'os, et porose, justement, pour un déficit au niveau de l'os. Et là, c'est la peau qui va s'amincir, qui va devenir plus fragile. Elle s'affine avec l'âge, hein, c'est ça. La peau s'affine. Elle s'affine, ouais. Effectivement. Elle s'affine, mais elle va rester encore résistante malgré tout. La dermatoporose, c'est lorsqu'elle s'est vraiment trop affiné et jusqu'à avoir des déchirures cutanées pour des traumatismes minimes. C'est-à-dire qu'on se tape le bras sur la table, on peut faire une petite déchirure cutanée. Et il faut savoir que pour l'éviter, eh bien, il faut déjà faire attention à sa nutrition, l'activité physique, on revient au même pilier encore et encore. Il faut bien hydrater sa peau au long cours. Et également, pour éviter ça, il faut se protéger du soleil. Parce qu'en fait, la dermatoporose, cette fragilité cutanée importante, eh bien, elle va surtout toucher les zones exposées au soleil. D'accord. Important. Donc, alors pour bien s'hydrater, il faut encore trouver les bons produits. Hein, c'est toujours pareil. Hein, tout n'hydrate pas de la même façon. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, comme... Eh bien, en fait, on a différentes possibilités d'hydratation. Voilà, on appelle ça des émollients, que ce soit des émollients ou des émollients plus, c'est-à-dire qu'on a des principes actifs qui s'ajoutent. Ensuite, le plus important déjà, c'est d'hydrater sa peau. C'est déjà de passer de la crème, de pouvoir hydrater sa peau. Ça, c'est déjà le premier point. Il y a beaucoup de personnes à tout âge qui n'hydratent pas leur peau. Donc déjà, commencer par là, c'est le plus important. Vous parlez des organes à surveiller quand on prend de l'âge. Au premier point chez vous, c'est l'audition, les oreilles. Pourquoi ? Eh bien, la perte d'audition, ça, en fait, le vieillissement normal de l'audition, ça mène au fait qu'on entend de moins en moins bien les sons aigus. C'est ce qu'on appelle la presbyacousie. Vous avez remarqué, à chaque fois que je dis c'est le vieillissement normal de quelque chose, je mets presby et ensuite je mets l'organe. Voilà, c'est comme ça que c'est nomenclaturé en médecine. Mais en soi, on va perdre les sons aigus. Donc on aura peut-être plus de mal à discerner certaines voix aiguës comme les voix des enfants par exemple, et puis on aura plus de mal à focaliser son attention lorsqu'il y a plusieurs sources sonores. C'est pour ça que par exemple lors des repas familiaux, eh bien on a des personnes âgées qui se mettent en retrait. C'est pas parce qu'en réalité ils n'ont pas envie de participer, mais parce qu'ils n'arrivent pas à individualiser la personne avec qui ils parlent. Donc généralement il faut baisser un peu le son et essayer de parler à cette personne directement en ayant le moins d'interlocuteurs possible. Par exemple en baissant la télévision, c'est une télévision ou une radio qui est allumée, alors pas Beurre FM, ça on peut continuer. Oui, à fond. mais en soi, voilà, il faut se dire, il faut limiter les sources sonores pour que la personne puisse vraiment capter cette audition. Ensuite, cette presbyacousie, en soi,
elle progresse petit à petit, mais on peut avoir des pathologies qui se surajoutent, des pathologies des oreilles, enfin de l'audition qui se surajoutent, et la baisse de l'audition, il faut se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas appareiller ? Mais alors pourquoi se dire, voilà, parce que bon, si j'entends un peu moins bien, est-ce que c'est si grave que ça ? Déjà, il faut savoir que la baisse de l'audition, c'est le premier facteur de risque modifiable de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire, c'est la première chose qu'il faut se dire qu'il faut changer, qu'on peut améliorer pour éviter la maladie d'Alzheimer. Mais c'est un symptôme ou c'est une cause de la maladie d'Alzheimer, la perte d'audition ? C'est un facteur de risque. C'est un facteur de risque. C'est-à-dire que petit à petit, en fait, lorsqu'on perd de l'audition, mais ça, c'est pas forcément quand on est très âgé. On peut commencer à perdre de l'audition à 50 ans ou 55 ans, par exemple. Ça sera un facteur de risque. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment pas passer à côté et le prendre en charge dès qu'on se rend compte de quelque chose. Voilà, il faut quantifier, il faut voir pourquoi est-ce qu'on a cette perte d'audition, il faut voir s'il faut appareiller ou pas, parce que des fois on peut attendre un peu ou pas, voilà, ça tout dépend de la pathologie qu'il y a derrière, du niveau d'audition également, et puis voilà, cette perte d'audition, ça va faire qu'on va s'isoler plus, ça va faire qu'on va communiquer moins, si on entend moins bien, eh bien en vérité on va moins parler, donc on va avoir aussi moins de relations cognitives. On va s'isoler en fait. On va s'isoler. Ouais, c'est un facteur d'isolement. Vous parlez de la psychologie de la personne âgée et des difficultés qu'on peut avoir à se voir vieillir, en fait. Et souvent, c'est vrai, quand on écoute certaines personnes âgées, elles disent « Oh là là, c'est pas marrant de vieillir quand même ». Alors, effectivement, et ça on peut le comprendre, c'est-à-dire que après, il faut se dire que les personnes âgées, c'est vraiment un groupe hétérogène, très hétérogène. Par exemple, lorsqu'on dit, si on reprend les pédiatres, lorsqu'on dit en fait un enfant, eh bien, vous n'allez pas vous dire, eh bien, les enfants, c'est ça, voilà, c'est les nourrissons, ils ont tous entre 2 ans. Non, on va se dire, il y a une multitude d'enfants différents, voilà, il y a une multitude d'âges, etc. Alors qu'en fait, chez la personne âgée, on va souvent les cantonner, voilà, c'est le petit vieux, la petite vieille, etc. On va les cantonner à un rôle, alors que... il y a une multitude de facettes. Une multitude de facettes, et ça va durer même plus longtemps que, justement, leurs jeunes années. Ça va durer plus de 18 ans, en tout cas, cette phase de personnes âgées. Mais par exemple, si on parle de la dépression, vous dites que c'est une pathologie qui est fréquemment sous-estimée et qui est fréquente chez les personnes âgées. Et voilà, ça fait partie de la banalisation d'un certain nombre de symptômes. Là, tout à l'heure, on parlait qu'on banalise la perte d'appétit, qu'on banalise le fait de maigrir, le fait d'être fatigué lorsqu'on est âgé, ce qui n'est pas normal. Et c'est pareil pour les symptômes dépressifs. C'est-à-dire que bien souvent, si on dit qu'une personne âgée, elle a de la peine, elle se renferme sur elle, voilà, c'est normal. En fait, avec l'âge, eh bien, les personnes âgées, eh bien, elles font ça. Alors que ce n'est pas vrai. En fait, la santé mentale de nos personnes âgées est tout aussi importante. Ils sont vraiment très susceptibles à développer une dépression. Et ce qui est bien, c'est que la dépression, on a des traitements pour ça. Donc, il faut pouvoir les détecter et passer à côté de cette banalisation pour pouvoir traiter ces personnes-là et améliorer leur qualité de vie. Ensuite, il faut savoir également que la personne âgée ne va pas avoir des symptômes aussi francs que les personnes plus jeunes. Généralement. Donc il y a une spécificité de la dépression chez les personnes âgées ? Exactement. En fait, les personnes âgées peuvent avoir des dépressions qui sont de plus en plus atypiques. C'est-à-dire que les symptômes seront moins francs, c'est-à-dire que cette tristesse sera peut-être moins franche que chez la personne plus jeune, que l'anédonie, c'est-à-dire la perte, envie de faire les choses sera un peu moins franche. Et voilà, quand on dit à une personne âgée, est-ce que tu as envie de quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait plaisir, qui te ferait plaisir, et qu'elle te dit non ? Ce n'est pas normal. Après, on peut avoir un certain nombre de masques, qu'on dit des masques de la dépression de la personne âgée. C'est par exemple les patients qui vont se plaindre
beaucoup. D'ailleurs, les patients qui se plaignent de tout et à chaque fois, c'est une nouvelle plainte, ça change de localisation, etc. Eh bien, il faut se poser la question s'il n'y a pas une dépression derrière. Il y a aussi des pertes cognitives. Des fois, en réalité, on va avoir des personnes qui se renferment sur elles, on commence à détecter des pertes de mémoire, mais ça peut être aussi une dépression. La dépression, par exemple, c'est un diagnostic différentiel de la maladie d'Alzheimer que l'on cherche au départ parce que on va traiter la dépression avant de continuer les tests et de se dire est-ce que c'est une maladie d'Alzheimer ou une autre maladie apparentée. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'atypies chez la personne âgée, donc ne pas hésiter à en parler à son médecin traitant. Alors, des questions auxquelles vous répondez. Pourquoi le caractère des personnes âgées se durcit-il ? Idée reçue ou pas ? Alors, après, il faut voir que ça dépend aussi. Encore, ça dépend. Ouais. Voilà, ça dépend, parce qu'en réalité, c'est un groupe très hétérogène. Ça dépend aussi des personnes bien sûr, que l'on interviewe, à qui on va parler. Après, il faut voir aussi que le monde la société, quand il les regarde, se durcit également au fur et à mesure de l'âge. Ouais. Donc c'est vrai que les personnes âgées peuvent se durcir également. Il faut aussi voir que on peut avoir au fur et à mesure des pathologies qui s'y rajoutent. Par exemple, on parlait là justement de la dépression. On peut avoir des troubles anxieux très fréquents chez les personnes âgées. Très fréquents, effectivement. Et donc eux, ils vont avoir des stimuli qui leur arrivent, par exemple de la télévision ou autres, qui sont inquiétants, et donc ils vont augmenter leur angoisse et qui vont faire qu'ils vont se durcir en réponse. Mais par contre, si on traite leur dépression, si on traite leur anxiété, si justement on traite des pathologies qu'il y a à l'origine, ils seront peut-être déjà moins durs, mais après, on a tous des personnalités différentes et on peut se durcir de manière différente chacun. Alors moi, je voudrais terminer juste rapidement sur le radotage. On peut avoir de temps en temps l'impression que les personnes âgées racontent toujours les mêmes histoires. À quoi cela sert-il ? Eh bien, très souvent, en fait, lorsque les personnes âgées radotent, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, mais c'est le début d'une maladie d'Alzheimer ou autre ». En fait, voilà, c'est possible chez la maladie d'Alzheimer que ces personnes radotent, mais voilà, ce n'est pas un symptôme très particulier. Il faut voir que c'est une manière aussi de rassurer son ego pour la personne âgée. C'est-à-dire que tout au fil de sa vie, on a accumulé des expériences. Il faut que ces expériences, elles puissent justement aider les gens, et que la personne âgée puisse les transmettre. Et donc, elle va raconter ses histoires. Si jamais vous trouvez qu'une personne a raconté, par exemple, 10 fois la même histoire, ce qui peut arriver, par exemple, si jamais... Dans les réunions de famille, ça peut être le cas. Maman, tu radotes. Ça peut être le cas, mais par exemple, il faut se poser la question si elle radote, mais est-ce que ce repas de famille, il a lieu tous les 3 à 6 mois, par exemple, ou tous les 1 an, ou autre ? Oui. C'est-à-dire se dire, est-ce que ce n'est pas très important ? Et puis, enfin, c'est d'aller vers un nouvel axe de l'histoire. C'est-à-dire que... tu veux dire qu'à chaque fois, il y a un truc nouveau. Il peut y avoir des choses nouveaux qui se rajoutent. Ou bien aller, justement, se poser la question ou ouvrir la discussion vers une partie de l'histoire qu'on ne connaît pas. Bon, la suite est dans votre livre. C'est important puisque vous balayez tous les pans un petit peu de justement, et puis l'épineuse question des placements en institution et de perte d'autonomie. Votre livre vient de sortir, ça s'appelle « Mes parents vieillissent », tout ce qu'il faut savoir pour accompagner un proche âgé au quotidien. Chez Vuber, on vous retrouve également sur vos réseaux, Insta, TikTok et YouTube. Rappelez l'adresse, Doc. C'est le gériatre, entre le et gériatre, le tiré du 8, le tiré du bas. C'est un underscore, on appelle ça. Exactement, le fameux tiré du 8. Vous réécouterez l'émission en podcast si vous voulez qu'on radote sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et puis vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée en bonne santé sur Beurre FM.